plaisir d'accueillir aujourd'hui Corinne Terrasse. Je pense que nous allons avoir une interview passionnante. Alors tout d'abord Corinne, je vous laisse présenter votre entreprise. Bonjour Maïté, merci de m'avoir invitée à cette interview. Peut-être pour vous reprendre un petit peu l'histoire de l'entreprise, Amanilia est un centre qui a pour mission première de réinsérer des gens qui ont eu un cancer dans une vie professionnelle. La vie professionnelle étant un des arguments qui montrent qu'on a repris le cours d'une vie normale. C'est une partie de reconnaissance, c'est quelque chose qui est important. Le fondement de notre entreprise, en fait, il est basé sur la diversité. C'est-à-dire que depuis le départ, on n'a jamais voulu en faire un centre où les cancéreux seraient parqués, les cardiaques seraient parqués, etc., etc., chose que l'on voit aujourd'hui dans la médecine. C'est-à-dire qu'on est guéri par filière, ce qui est logique en termes de traitement. Sauf que derrière, les gens se recroquevillent sur leur maladie et du coup ne sont plus ouverts à l'autre. Donc on a voulu l'inverse. Et dans le centre, vous avez dans des petits cours de sport, d'activité physique, vous pouvez avoir une femme qui a un cancer du sein, un monsieur qui a un infarctus du myocarde, une jeune femme enceinte, une jeune femme qui est podiatrice. Cette diversité qui est si précieuse. Elle est précieuse, elle est fondamentale. Alors ce projet donc, que vous avez mis en œuvre il y a quelques années, c'est quelque chose qui est venu comment en fait, hein? Alors ça vient de beaucoup de choses. Ça vient déjà du fait que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu créer, j'ai toujours inventé beaucoup, j'ai toujours été moteur. Et puis une rupture dans ma vie professionnelle en 99. En 99, j'ai été malade et ma vie a changé. C'est pour ça que j'ai créé Amanilia en 2004. Elle a d'autant plus changé que vous étiez à deux doigts de la perdre et que vous êtes battue contre une grave maladie. Mais en fait, vous n'avez jamais parlé de cette maladie. Il y a très peu de temps que vous acceptez d'en parler parce que, en fait, pourquoi d'ailleurs? Est-ce que vous n'en parliez pas avant? Parce que j'ai toujours considéré que c'était du domaine de ma vie privée. Ça, c'était une première chose. L'espérance de vie était tellement courte que ça ne valait pas non plus la peine d'en parler. La troisième raison, qui est, je crois, la plus importante dans le monde professionnel, c'est que lorsque j'ai créé ce centre ayant pour vocation d'aider des gens malades à revenir dans une vie normale, à guérir, à sortir des séquelles et à reprendre le cours d'une vie, je n'avais absolument pas envie que ma vie privée soit un argument, un alibi, qu'il y ait une quelconque pitié dans les actions que je menais. J'ai toujours basé mon entreprise sur la compétence, le savoir-faire, l'expérience. Voilà, ce sont des valeurs auxquelles je suis attachée. C'est sur ces valeurs qu'on devrait toujours baser ces projets d'entreprise. En tout cas, franchement, je suis vraiment admirative. Et donc, vous disiez que ça permet aux personnes qui, malheureusement, vivent ces moments difficiles de reprendre contact avec une vie professionnelle. Mais tant d'autres voudraient continuer à avoir une vie professionnelle et sont quasiment obligés de l'interrompre parce qu'on les classe en invalidité ou en incapacité. En fait, je dirais le problème est extrêmement large aujourd'hui. Donc il y a ceux qui ont du mal, après une grave maladie, à retrouver un emploi et puis d'autres qui voudraient le garder tout en étant malades et en suivant des traitements. Et on les y autorise pas quasiment. La problématique du malade dans l'entreprise est quelque chose qui nous renvoie à quelque chose de très profond. Ce sont nos propres peurs qui très souvent nous empêchent de réinsérer les gens qui sont malades. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on est très axé sur la rentabilité, la performance de l'entreprise, ce qui est normal. Les entreprises, pour avancer et pour vivre et pour payer leurs salariés, doivent être compétitives. Ce qu'on a oublié, c'est que quelqu'un qui est malade ou qui a été malade peut être tout aussi performant que quelqu'un d'autre à partir du moment où on l'intègre de façon intelligente et suffisamment sensible dans l'entreprise. Ce qui est le cas aussi des personnes qui sont en situation de handicap, c'est exactement le même problème. Mais bien sûr, et le problème du handicap, c'est qu'on en a fait une loi avec des quotas, et je trouve ça absolument dommage, alors que je crois le dialogue est fondamental,
intégrer des compétences, c'est ça qu'il faut faire. Que la personne soit handicapée, soit malade, soit... peu importe, après on adapte. Mais qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher des compétences, un profil, une expérience, un comportement. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut aller chercher. C'est pas un malade ou un handicapé. Voilà, donc c'est aussi, comment j'aime beaucoup avoir l'occasion de passer ce genre de message. Alors aujourd'hui, donc cette entreprise se développe puisque vous avez un certain nombre de salariés. C'est une fierté d'avoir réussi ce challenge, mais vous ne l'avez pas fait seul. Il faut dire que vous aviez un soutien aussi. Absolument, oui. J'ai co-créé cette entreprise avec mon mari. Mon mari est médecin. Donc c'est lui qui a mis en place tout ce qui était outils, donc la partie médicale de cette entreprise. C'est lui qui a en grande partie formé les éducateurs médico-sportifs qui interviennent dans mon entreprise. Voilà, donc oui, c'était un grand soutien, bien évidemment. Alors aujourd'hui, vous avez un centre qui est sur Grenoble, et ça ne vous titille pas d'en développer ailleurs? Vous trouvez que c'est un concept qui peut être dupliqué ou c'est difficile? Je pense que c'est un concept qui peut être tout à fait duplicable. La seule chose, c'est qu'il est extrêmement dépendant des personnes qui sont dedans. Bien évidemment, lorsqu'on est dans ce genre de métier, il faut des gens qui soient formés. Donc il faut premièrement une formation en activité physique adaptée, qui est un diplôme français. Il faut ensuite, si on veut pouvoir intervenir auprès de personnes qui ont eu un cancer, avoir un diplôme universitaire en cancérologie et sport, qui se fait à Paris. Il faut également avoir une formation en nutrition, il faut avoir une formation à l'écoute. Voilà. Oui, parce que aussi les aspects psychologiques sont très, très importants. Oui. Donc vous préférez faire peu et bien plutôt que de développer, peut-être de moins bien maîtriser le protocole et la qualité du service. C'est exactement, notre positionnement est un positionnement d'expert. Aujourd'hui, on a été pionniers en France dans cette démarche. On a été les premiers à ouvrir un centre pluridisciplinaire privé dans le domaine de la santé et de l'entreprise. On a été les premiers à mettre en lien aussi ces deux mondes. Depuis 4 ans maintenant, ça va être la 5e édition, on organise un forum annuel à Grenoble où on réunit le monde de l'entreprise et le monde de la santé, donc des médecins du travail, des médecins traitants, des médecins spécialistes, des directeurs de ressources humaines, des dirigeants d'entreprise et puis des gens qui aident au maintien et au retour à l'emploi. Il y a en général entre 100 et 150 personnes à chaque année. Puis on a créé aussi en 2008, j'ai fondé avec le professeur Jacques Balosso, qui est le chef de service de la radiothérapie, une association de recherche clinique qui fait de la recherche sur le retour au travail post-cancer du sein et cancer du côlon. Bravo. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous quand vous avez créé cette entreprise ? Le plus dur pour moi personnellement ou professionnellement ? Professionnellement, mais quelque part, évidemment, sûrement ce que vous viviez à l'époque n'a pas dû faciliter les choses. Donc, Alors, personnellement, la difficulté, c'est que je sortais de cette maladie, que j'avais très peu d'espérance de vie et des séquelles qui étaient importantes. Donc, bien évidemment, il fallait faire avec. Il fallait faire avec, il faut s'adapter. Et ça, c'est, je crois, une bonne leçon de la vie. La difficulté majeure qu'on a eue a été la solitude face au milieu médical. En fait, on est arrivé avec des études qui venaient du Canada et du nord de l'Europe, avec des résultats réels sur la capacité qu'on pouvait avoir à diminuer les effets secondaires et améliorer les chances de survie des gens après un cancer en leur faisant faire de l'activité physique, mais pas n'importe quelle activité physique, bien évidemment. Au niveau emprunt, vous avez réussi à obtenir ce que vous demandiez, puisque justement, il fallait quand même des financements, puisque vous aviez un centre à équiper. Donc ça, vous avez pu... Alors ça, c'est encore quelque chose pour lequel il faudra lutter, certainement. En tant que jeune femme malade, je n'avais droit à aucun emprunt. On n'a jamais voulu me prêter de l'argent, bien évidemment. En revanche, j'avais la chance d'avoir non seulement mon mari, dans la vie privée, mais j'avais aussi des amis qui ont été mes associés. Donc le Love Money... Et donc ce sont mes associés qui ont fait les emprunts, c'est moi qui ai présenté les projets, les banquiers m'ont suivi sur le fond, et puis pour le reste, ils se sont débrouillés avec les associés. Là aussi, il faudrait que ça change, parce que
bon, je dirais, bien sûr, il y a des risques, mais bon, un entrepreneur qui emprunte peut malheureusement avoir un accident de voiture le lendemain. Donc, pourquoi priver les gens d'accéder à l'emprunt dans ces situations? Donc, c'est voilà, encore un message. Je pense qu'on peut vraiment trouver des solutions dans ce domaine-là et c'est important. Il faudrait le faire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes et puis aussi ces hommes, hein, parce que certains peuvent aussi se reconnaître dans ce que vous dites. Moi, je pense que homme ou femme, je crois que quand on a quelque chose... j'ai pas envie. Je suis entrepreneuse, oui, mais je suis entrepreneur avant tout parce que qu'on soit homme ou femme, entreprendre. Si je le dis, c'est parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent ces interviews et qui les aiment beaucoup, donc voilà. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Donc, si malheureusement, bon, ils connaissent des problèmes de santé, comment trouver la force justement de se battre, hein? Alors, à la fois pour soi, mais aussi pour son projet d'entreprise, puisque est-ce que vous pensez que ça vous a vraiment, ce projet d'entreprise vous a aidé aussi à vaincre la maladie? Oui, bien sûr. En même temps, je vous dirais, j'ai envie de dire à ceux qui ont envie de faire quelque chose de leur maladie, de ne pas faire de leur maladie un projet professionnel. Je crois que c'est important de faire la différence. Je pense qu'on ne peut pas se guérir par son activité professionnelle et par son projet professionnel. Bien sûr qu'on est incité à. Bien sûr qu'à un moment donné, on va trouver des forces qu'on n'avait pas forcément avant dans ce qu'on a vécu. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, à titre individuel, se lancent dans des petites expériences ou entreprises parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été malades, ils veulent en aider d'autres, ils veulent se guérir. Non. Je crois que ce qui est important, c'est de rester soi-même, d'être fidèle à ce qu'on est, d'être fidèle à ses valeurs. Ces valeurs, on les a avant d'être malade, on les garde après être malade. C'est simplement la façon de faire qui change. C'est peut-être simplement un peu plus de courage, c'est peut-être un peu plus de droit à l'erreur, parce que je crois qu'en étant malade, on apprend ça. On apprend qu'on a le droit de se planter. Ça, c'est autorisé. Ça, le droit à Et ce qui est important, oui. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir rebondir toujours. Voilà. Et est-ce que, justement, vous, par rapport à cette expérience, vous avez l'impression de manager autrement, différemment de... Oui, certainement. Je pense qu'avant ma maladie, j'avais sans doute tendance à me sentir indispensable dans l'équipe où je travaillais. J'étais chef de projet et je me souviens que même les premiers jours à l'hôpital, j'avais encore ma secrétaire qui venait me faire signer des papiers, me poser un tas de questions et quelque part, je me sentais indispensable. Quand j'ai créé mon entreprise, je l'ai créée sur un tout autre mode. Je l'ai créée de façon à ce que chaque jour, s'il m'arrivait quelque chose, je puisse partir. Donc, dans l'entreprise, chacun est indépendant, chacun est autonome. Et je crois que finalement, tout le monde devrait manager de cette façon-là. Mais vous avez raison, c'est comme ça qu'on devrait manager les entreprises. Merci beaucoup, Corinne, pour ce témoignage. Je sais que c'est pas facile parce que et je comprends tout à fait et je trouve que c'est bien que vous ayez accepté d'en parler parce que je suis bien placée pour savoir qu'il y a beaucoup de femmes mais aussi d'hommes qui rencontrent ces problèmes et les messages que vous avez passés sont à la fois des messages d'espoir et puis aussi toujours cette humilité et je trouve que ça c'est vraiment précieux. Merci d'avoir accepté de venir. Merci à vous Maïté, merci de cette délicatesse. Au revoir Corinne. Au revoir.